pour comprendre l'ouverture d'esprit de Tezuka et pour voir que dans sa tête, le manga, ce n'était pas seulement quelque chose pour les petits enfants. C'était quelque chose qui pouvait viser à des contenus plus complexes, à toutes sortes de contenus. Ça suffit de regarder l'adaptation qu'en 1953 il a réalisée de Crime et Châtiment de Dostoïevski. C'est assez étonnant qu'à l'époque, une histoire de ce type soit rentrée dans le marché du manga. Tezuka avait participé à une adaptation théâtrale de Crime et Châtiment quand il était étudiant, parce qu'il avait fait un peu de théâtre en tant qu'acteur. Et il avait retenu cette mise en scène de l'escalier vertical. Il y a une scène de Crime et Châtiment tout de suite après le meurtre, où Raskolnikov, le protagoniste, doit faire attention à ne pas se faire repérer par des peintres de bâtiments qui sont dans le même immeuble. Si vous regardez le dessin, vous voyez bien qu'il essaye de trouver des solutions plus dramatiques. Son dessin, c'est encore enfantin, mais on sent quelqu'un qui maîtrise les cadrages, quelqu'un qui maîtrise la composition. Là, vous voyez un original. Les originaux sont souvent reconstruits des années après, ou corrigés ou modifiés. Le lettrage était appliqué à la fin. En 1953, la même année, il réalise la série Princesse Saphir, que certains considèrent comme le premier shoujo manga, le manga pour un public féminin. Princesse Saphir, c'est une histoire très très particulière sur l'ambiguïté sexuelle en quelque sorte. Ça raconte l'histoire d'un bébé qui attend d'être envoyé dans le monde des humains par Dieu, et suite à une blague que lui fait un petit ange, il se trouve avoir mangé deux cœurs, le cœur d'un garçon et le cœur d'une fille. Donc il va avoir cette double identité. Et dans la vie, il faudra définir, avec l'aide de l'ange qui est envoyé aussi sur la terre des hommes pour l'aider, qui va être cette princesse. C'est une histoire qui se passe à la Moyen Âge. Là, vous voyez, une illustration. Il a été tiré une très célèbre série animée quelques années après. Là, on est dans les années 50 et Tezuka est déjà devenu le mangaka le plus célèbre du Japon. Il a inspiré énormément d'autres à commencer ce métier et il réalise plusieurs séries hebdomadaires ou mensuelles. Il gagne une fortune. Faut pas gâcher. Tezuka, c'est quelqu'un qui a gagné énormément d'argent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent, Tezuka? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il travaillait autant? Bien sûr, il y avait le désir de travailler, le désir de donner forme à toutes les idées. Il y a beaucoup de l'esprit japonais, et surtout de la volonté de reconstruire un pays détruit par la guerre. Mais il y a aussi un rêve qui a Tezuka, qui c'est créer un studio de production proche des studios Disney, qui était le grand inspirateur de Tezuka en quelque sorte. En 1961, il arrive enfin à fonder le studio Mushi Production. Tezuka, c'était à la tête du studio. C'était lui qui décidait, qui prenait les décisions et qui gérait d'un point de vue artistique les projets. Surtout qui donnait la direction générale, qui trouvait les solutions techniques souvent, surtout les premières années. Le Mushi Production, qui n'a pas duré longtemps parce que malheureusement Tezuka n'était pas un bon gestionnaire, il a fait des erreurs qui lui ont été même reprochées ensuite par des autres animateurs importants, comme par exemple Miyazaki. Miyazaki considère que il a en quelque sorte affaibli l'industrie entière avec ses choix pour les séries télé. La Mouche a deux vocations. La première, c'est la réalisation des films expérimentaux, et la deuxième, c'est la réalisation de séries pour la télé. Ça, c'est un exemple des films expérimentaux.
Voilà. Je vous montre pas plus que ça, je vous mets les liens dans les commentaires. Hein. Ça, c'est Histoire d'un coin de rue. Vous voyez bien que l'animation est soignée, le graphisme est recherché, c'est en couleur. C'est quelque chose qui se voulait un produit artistique. Il a gagné des prix, Tezuka. C'était des films qui tournaient dans les festivals d'animation. Il était très réputé pour ces films expérimentaux. Mais l'autre partie de la production, c'est destiné vraiment au grand public, à la télévision. Et la première série que le Mushi Production lance, c'est inspiré du personnage plus célèbre de Tezuka, c'est Astro Boy. Là, on voit le trailer, le début de l'émission. Alors, ça c'est le générique, et vous voyez bien qu'il y a un nombre de photogrammes assez élevé, parce que le générique se répète toutes les semaines. L'intérieur de la série, c'était par contre beaucoup plus léger en termes de nombre d'images. C'est quand même la peine de regarder le début du premier épisode pour voir la force de la narration et du découpage, vraiment de la narration cinématographique de Tezuka. Voilà. Évidemment, Tezuka a le problème de réaliser avec son studio un épisode par semaine. Ils n'avaient pas les moyens. Il avait une seule caméra pour filmer les dessins, le nombre de collaborateurs n'était pas suffisant, le budget, pour des raisons complexes, c'était absolument pas suffisant pour employer le nombre de gens nécessaires. Donc, il s'est inspiré de la technique d'Hanna-Barbera, c'était une animation simplifiée. Vous avez vu comment c'est. Il y a beaucoup de mouvements de caméra sur les dessins, c'est une question de montage, mais il n'y a pas énormément d'animation. Quand c'est vraiment nécessaire, on fait l'animation, sinon on essaie de réduire au minimum. Il avait même une immense banque de dessins qu'il réexploitait à chaque épisode. Deuxième série pour la télé qu'ils ont réalisée, c'est la première série en couleur, en 1965, inspirée cette fois de Kimba. Évidemment, Tezuka il voulait aussi réaliser des longs métrages pour adultes, qu'il a réalisés dans les années 60. À ce point de sa vie, Tezuka travaille comme un forcené. C'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas autre vie que le travail. De temps en temps, il s'échappe au cinéma, il rentre quand la séance est déjà commencée, il regarde une partie d'un film, après il va dans une autre salle, il regarde une autre partie. Mais c'est vrai que il peut pas tenir. D'un point de vue de la santé, c'est très fatigant, il dort pas beaucoup. Tout le monde lui en veut, en quelque sorte, parce qu'il accepte énormément de travail pour financer la Mushi Production, mais aussi pour son caractère. Et il est vraiment poursuivi par les éditeurs. Dans le sens que parfois il doit s'échapper, il s'échappe par la fenêtre, parfois, avant d'avoir le studio avec les assistants, les gens le poursuivent, le retrouvent dans des hôtels, c'est une espèce de chasse entre chat et souris. Tezuka va
créer le système des assistants qui lui permettra d'accélérer la production. Il va rester, lui, le responsable des histoires, du dessin du personnage, parfois de l'ancrage des personnages principaux, mais pour les décors, va donner des indications génériques. Il avait un code avec les assistants. C'était un ensemble de textures ou de termes qui désignaient les décors, la nature, ce genre d'effets. Tout ça est absolument bien documenté dans la biographie que le studio Tezuka a réalisé, la Tezuka Production a réalisé après la mort du maître, qui s'appelle Une biographie manga, que vous trouvez en français, je crois que c'est Castellman qui l'a publié. C'est un peu un livre hagiographique, dans le sens que Tezuka apparaît comme une espèce de 100 hommes. Bon, il y a, à vrai dire, quelques défauts de l'homme apparaît, mais c'est quand même une source incroyable d'informations et une porte privilégiée pour comprendre comment c'était la vie de cet homme en étroite relation avec son époque et l'influence qu'il a eu sur son époque. Il va pas rester le seul auteur de manga pour longtemps. Dans la deuxième moitié des années 50, les auteurs que lui-même a inspirés avec ses premiers livres sont prêts pour être publiés et pour changer le visage du manga. C'est là qu'il va se trouver confronté à cette génération et il va devoir se renouveler. De ça, on parlera dans la prochaine vidéo.